donner la parole maintenant à Bérénice Vati et François-Xavier Mas. Donc, vous êtes nombreux à les connaître. Ils travaillent à la cellule recherche de l'UFR-LLSHS. Et on leur a proposé de venir, ils ont gentiment accepté pour nous présenter un peu des retours d'expérience sur leur activité quotidienne d'accompagnement des chercheurs en SHS. Et nous collaborons directement avec eux pour les questions d'open access et leur aide nous est très précieuse, donc merci. Voilà, vous avez fait un programme très très ambitieux, mais open access et pratiques innovantes, on va rester modeste. Hein, on a pris les tâches d'en dessous, d'accord. Donc nous, on vous propose plutôt un retour d'expérience, comme l'a indiqué Marie. Vraiment, on est parti du concret, hein, puisque là, les interventions qu'on a eues ce matin sont quand même d'un très bon niveau. Hein, voilà. Donc nous, on est beaucoup plus modeste, hein, d'accord. Donc voilà, on part comme ça. Alors quand je dis nous, en fait, la slide 2, quand je dis nous, en fait, l'intérêt, voilà, qui sommes-nous exactement? Nous sommes la cellule recherche. Alors la cellule recherche, donc elle est un peu coupée aujourd'hui. J'ai mon collègue François-Xavier qui est chargé d'édition. J'ai ma collègue Sandrine Francisco qui est là-bas, qui est assistante recherche d'un laboratoire, et une troisième collègue qui n'a pu être présente ce matin. Nous sommes donc ces forces vives, la cellule recherche, les 4 fantastiques d'une certaine façon, au sein d'une composante, l'UFR-LLSHS, qui donc comprend une équipe administrative de 40 BIATS, 200 enseignants-chercheurs, une centaine de doctorants pour à peu près 5000 étudiants, mais qui comporte surtout 5 laboratoires, qui dialogue, qui travaille aussi avec une équipe de direction, hein, le directeur de l'UFR, le responsable, la RAF, ainsi qu'un assesseur à la recherche qui est vraiment, je dirais, en transit entre nous, entre les enseignants-chercheurs, la direction, et puis au milieu, on essaye de faire ce qu'on peut. Je remercie Aline d'être présente ce matin. 5 laboratoires aussi dans cette composante où... traditionnellement, voilà, on a une approche plutôt pluridisciplinaire, même si on est estampillé SHS, parce qu'on a les éthologues qui sont très proches des pratiques des sciences dures, quand on regarde un petit peu de près. On a aussi des historiens, des linguistes, des psychologues, des littéraires, des sciences de l'éducation. Donc c'est très varié quand même au sein de la même composante. Et on le verra tout à l'heure d'ailleurs, ça a été très intéressant de déconstruire avec eux leurs propres pratiques en termes de publication. Donc cette cellule, elle est là, je dirais, avec des compétences métiers très variées. Hein. On a un chargé d'édition, une chargée de valo, les assistants de recherche qui sont au cœur de l'activité des laboratoires. Donc des compétences métiers très variées, mais avec une unique motivation, un service qui est là pour l'appui à la recherche, pour essayer d'être facilitateur. Alors, attention, j'ai bien dit essayer, hein. Des fois c'est compliqué, d'accord. Et c'est aussi un jeune service qui a été créé en 2009, un service inédit à Paris 13, donc c'est pas forcément non plus facile dans les relations qu'on peut établir à l'extérieur. Et c'est donc un jeune service aussi qui est en mouvement en termes de personnel et en termes de mission. Donc concrètement, voilà, on va vous plonger dans notre quotidien. Voilà, on est parti de... Qu'est-ce qu'on a entendu depuis le début qu'on parle d'open access ou de HAL? Donc là, concrètement, vous voyez que la première des missions, c'est écouter. D'accord? Vous voyez qu'on part pas de situations, de pratiques qui sont forcément uniformisées. Donc la première des missions a été d'écouter et après d'essayer de déconstruire complètement certains a priori, certains mythes. Hein. On va me voler mon travail, par exemple, ça on l'a entendu aussi au tout début. Donc voilà, ça a été de mettre à plat ces ensembles de barrières qui sont très présentes parfois dans l'esprit des enseignants-chercheurs, d'accord, pour leur dire « Ok, j'entends bien ». On va essayer maintenant de voir réellement ce qu'on peut faire. Ça, c'était la première donc, des missions. La deuxième, ça a été d'être force de proposition. Concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer de mettre en place, vous et nous, hein, puisque c'est aussi une des pratiques de la cellule, c'est d'être dans la co-construction. Hein, donc avec voilà, des cas très concrets. Typiquement, voilà, nos assistantes recherche, quand elles sont sur la logistique d'une manifestation, une des premières choses maintenant qu'elles mentionnent, c'est le fait qu'on peut faire des actes en ligne. On le verra par la suite. C'est le fait aussi de mentionner très très en amont la présence, et on a une chance aussi à Paris 13, d'avoir un référent HAL. Donc j'ai vu qu'Isabelle était là, donc c'était notre première référente HAL. Elle est là, voilà, c'était la première qui a osé venir chez nous. Ensuite, Karim et Marie ont pris le relais, toujours avec la foi chevillée au corps, voilà. Donc typiquement, voilà, notre travail, nous, c'est créer une relation, créer une synergie et indiquer aux enseignants-chercheurs que ça existe, voilà. Autre exemple, on a une commission scientifique, donc c'est un espace de parole où nos directeurs de laboratoire sont invités, ainsi que la cellule, ainsi que l'assesseur à la recherche. Et là, je dirais un petit peu, autant là, on essaye de planter une graine, là, on essaye de creuser un sillon.
D'accord, je vais essayer de faire une métaphore agricole sur l'ensemble de la présentation. Donc typiquement, on a un point actualité, d'accord. Donc là, on évoque, typiquement, ce matin, il y a un séminaire à Paris 13 sur l'open access. Allez-y, allez-y, allez-y. Autre exemple, on a intégré la question de l'open access, la question de HAL, dans les ordres du jour de cette commission, en invitant des fois des experts qu'on avait identifiés. Et typiquement, on a invité avec plaisir Isabelle en 2013-2014, je crois me souvenir, pour qu'elle vienne présenter sa mission. On a aussi, quand je vous disais déconstruire, on a aussi invité chacun de nos laboratoires à nous expliquer comment ça se passait quand eux, ils faisaient un article. Comment ça se passait, et c'est quand je vous disais aussi qu'on est une seule composante avec 5 laboratoires, on s'est rendu compte que les pratiques n'étaient pas du tout les mêmes. Nos éthologues sont beaucoup plus dans un modèle payant, d'accord. Les autres revues, dans les autres disciplines, on n'est pas encore tout à fait sur ça. Et puis on a eu aussi un gros temps fort sur la loi pour une république numérique. On a essayé de déconstruire, on s'est inspiré de la base, enfin du site, de la plateforme. Et pareil, on a toujours essayé de parler, de dialoguer avec nos enseignants-chercheurs. On était un petit peu un point de vigilance sur tel ou tel aspect. Au quotidien aussi, on a la chance d'avoir un chargé d'édition qui est passionné, donc qui fait une veille, voilà, quotidienne. Il a d'ailleurs un très joli scoop-it. Et donc généralement, je vais chercher quelques informations chez lui pour ensuite moi-même faire ma newsletter que je communique au directeur de laboratoire. Donc là, voilà, on a pris un exemple. Très bon article. Je vous invite à aller le lire. Autre exemple aussi, parce qu'à la cellule, je vous ai dit, on s'est créé en 2009-2010, mais on a eu la chance d'avoir 2 évaluations. Une en 2012 avec la ERS et une en 2016-2017 avec le HCERS. Donc rapidement, on s'est rendu compte que pour vous aider au mieux dans ces moments de panique, quand même, au sein des laboratoires, qu'est-ce qu'on a fait pendant 4 ans ? Ça, on ne sait pas. On s'était dit qu'il nous fallait absolument archiver des données. Donc voilà, on s'est mis aussi en travail. Nous, on s'est mobilisés, je dirais, pour pouvoir, conserver ces données-là. Et là, typiquement, on se retournait vers les collègues de l'ABU pour avoir des chiffres, aussi. Annuel, afin de garder ça sous clé, je dirais, jusqu'au moment de l'évaluation, où là, on retournait vers les directeurs de labo en lui disant, on a des chiffres. Et là, typiquement, on vous a mis 2 extraits. Alors, attention, c'est top secret, ils ne sont pas encore diffusés, on n'a pas eu l'évaluation, d'accord ? Typiquement, on vous a mis 2 extraits des rapports d'auto-évaluation de 2 de nos unités, où vous voyez que, voilà, on a essayé de leur créer plus ou moins des éléments de langage avec les chiffres, ainsi qu'avec des mini-textes préparés avec eux, pour que dans les rapports d'évaluation, ils indiquent que les dépôts se font de plus en plus, et surtout qu'ils indiquent le fait que, les téléchargements, les lectures sont de plus en plus importantes. Je prends l'exemple d'Experis, notre laboratoire en sciences de l'éducation. Ainsi, outre les fichiers déposés dans HAL, 2 collections rassemblant des actes de colloques organisés par l'UR ont été mises en ligne dans HAL Experis, Tourisme et Petite Enfance, et le nombre de téléchargements est passé de 74 en 2012 à 6951 en 2016. Pour nous, ça, c'est un vrai argument. Voilà. Et ça nous semble très important que nos laboratoires communiquent de la sorte auprès des organismes évaluateurs. Voilà. Autre exemple aussi, et là, ça a été un vrai travail de sensibilisation, toujours avec les directeurs de laboratoire, mais aussi avec notre chargée de communication qui est là, Clara Picon. Voilà, on s'est dit, c'est bien, le portail c'est bien, ça serait encore mieux si on le voyait. Donc typiquement dans la réflexion aussi, toujours sur, je vous dis, on creuse un sillon. On a fait rénover l'ensemble de nos espaces web pour nos laboratoires et d'entrée de jeu, on a dit au directeur, warning, pensez à mettre une entrée sur HAL. Donc typiquement, voilà, le site internet de l'UTRPP, notre laboratoire de psychologie, voilà, a mis ses archives ouvertes en accès sur ses pages web. Et l'UFR aussi, en complément, a elle aussi créé avait elle aussi son site web et a elle aussi créé une entrée spécifique HAL pour vous dire qu'aussi la cellule travaille en concertation avec l'ensemble de ses partenaires. Partenaires internes avec notre chargé de com, partenaires aussi externes avec l'ABU. Voilà. Je laisse la parole. Merci Bérénice. Pour poursuivre la présentation, j'aimerais partir d'un cas pratique, celui d'un doctorant qui nous a contactés il y a quelque temps pour nous demander conseil, parce qu'un de ses articles avait été refusé par une revue, donc refusé d'être évalué, refusé en expertise, au motif qu'il avait déjà été publié sur HAL. Ce sont les mots de l'éditeur de la revue. Et je trouvais que cet exemple était intéressant parce qu'il posait plusieurs questions.
D'abord, le statut de la version auteur du préprint, dont on sait que selon les disciplines, il peut avoir un rôle différent. Il peut, par exemple, on peut considérer que c'est de lui que naît la conversation scientifique. Pose aussi le rôle de l'éditeur, puisque dans la réponse qu'a faite l'éditeur, on peut s'interroger sur ce qu'il considère comme son propre rôle. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais il faut considérer que le rôle de l'éditeur, il est triple, peut-être sélectionner, ensuite produire du contenu et enfin le diffuser. Cet exemple illustre aussi le fait que déposer n'est pas publié. Et là où je voulais en venir, c'est que la logique des archives ouvertes, en principe, c'est l'auto-archivage, c'est-à-dire que c'est l'auteur qui va déposer une version d'un article, quelle qu'elle soit, sur une archive ouverte. Et l'ouverture vers la suite, c'est est-il possible néanmoins, en quelque sorte, d'éditorialiser HAL, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin que cette seule logique auteur. C'est ce que nous avons essayé de faire à la cellule recherche, en partenariat avec les collègues de la bibliothèque universitaire. D'abord avec les actes de colloque, en partant du principe qu'il y avait beaucoup d'avantages à déposer les articles, les communications, les actes d'un colloque sur une collection sur HAL. Le premier avantage, évidemment, c'est la rapidité, la diffusion large et un coût faible. Le point sur lequel je voulais insister, c'est que ça n'empêche pas une version papier ensuite. On en a eu un exemple ici avec le colloque Oasis dans la mondialisation qui s'est tenu en 2013, qui a été déposé sur HAL en 2014 et en 2017 il a fait l'objet d'une publication chez Springer au prix prohibitif de 119 € pour la version papier, 95 € pour la version e-book, et je ne l'ai pas mis, mais on peut aussi acheter chaque chapitre de l'ouvrage pour à peu près 20 € par chapitre. Donc voilà, les collections HAL, c'est vraiment un moyen je pense, de changer la logique de l'archive ouverte de l'auteur vers une logique peut-être plus collective. Un autre exemple, ce sont les collections thématiques. Donc pour l'instant, c'est très balbutiant chez nous. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour fédérer et valoriser les travaux de recherche. Donc pour un projet de recherche, typiquement, un projet ANR ou un BQR ou quelque autre type de projet. Pour un réseau de chercheurs, pour un axe de recherche dans un laboratoire également, ou tout simplement pour le plaisir, pour faire un état de l'art, puisque pour revenir sur l'exemple de Oasis dans la mondialisation, quand j'avais fait des petites recherches sur la question, je m'étais aperçu qu'un chercheur isolé avait ouvert une collection où il avait rassemblé tous les travaux qu'il avait trouvés sur HAL concernant la question des Oasis. Voilà, donc je passe à la suite. Donc l'open access, c'est certes la voie verte, HAL et ses possibilités de collection, mais c'est aussi la voie dorée. On en a parlé tout à l'heure. À l'UFR, nous avons 2 revues en open access, 2 exemples un peu différents. Le premier, la revue Itinéraire Littérature Texte Culture, qui était au départ une revue au format papier, qui a débuté en 2008 pour la nouvelle série. Une première version avait commencé dans les années 80. Donc il y a eu un passage en ligne et en open access intégral en 2015 avec le soutien de la commission recherche de l'université qui nous a aidé à numériser un certain nombre d'éléments, un certain nombre de numéros, pardon. Ce que je voulais souligner, c'est que ce passage en ligne a été très intéressant parce qu'il nous a permis, pour intégrer revue.org, de revoir toutes nos procédures de fonctionnement, c'est-à-dire la procédure d'expertise, le workflow éditorial en général. Donc finalement, ce passage en ligne nous a, dans un premier temps, permis de monter en qualité. Deuxièmement, il nous a permis d'augmenter considérablement la diffusion de la revue, puisque la revue au format papier se vendait assez peu. Je pense que le best-seller s'était vendu peut-être à 300 exemplaires, ce qui est honorable, mais pas terrible. Mais depuis le passage en ligne, en 2015, nous avions une moyenne de 2500 visiteurs uniques par mois. Alors on peut toujours discuter de ces statistiques. Et si vous voulez, on pourra le faire. Maintenant, Open Edition fournit des statistiques un peu plus précises, des statistiques d'usage qui permettent de voir les consultations par article, etc. Donc c'est intéressant, mais il faut se pencher dessus.
Et en 2017, donc 3 ans plus tard, hein, puisque je compte l'année 2015 pleine, nous sommes dans une moyenne de 10 000 visiteurs uniques par mois. Donc on monte en puissance et je pense que ce n'est que le début. Nous avons un autre exemple, la revue Sciences du jeu, qui est portée pour partie par le laboratoire Experis en collaboration avec d'autres laboratoires et organismes. Là, pour le coup, c'est une revue qui s'est créée nativement en open access intégral en 2015. D'abord hébergée sur un site de Paris 13 et qui a rejoint revue.org en 2015. Pour l'instant, 7 numéros en ligne et la revue est encore relativement jeune, mais on voit qu'on est à 4500 visiteurs uniques par mois, mais avec 8000 visites. C'est-à-dire que les personnes sont assez fidèles et reviennent régulièrement sur le site. Je n'ai pas fini. Ce que je voulais dire... Ce que je voulais dire également, c'est que je pense qu'il ne faut pas opposer archives ouvertes et revues en open access. De toute façon, la loi pour une république numérique pose clairement le cadre. À partir du moment où on a publié en ligne, où on a mis en libre accès ces textes, l'auteur peut les publier ailleurs. Néanmoins, par exemple, notre politique pour Itinéraire, c'est d'inciter au moment de la publication les auteurs à déposer une version de l'article sur HAL, si possible la version éditeur, puisque nous considérons qu'on a fait du travail derrière pour arriver à une version la meilleure possible, et si possible également en citant l'URL de la revue, pour qu'on puisse avoir un retour sur investissement en quelque sorte. Troisième point que je voulais évoquer, c'est une tentative qu'on a appelée politique, qui a pris du temps, 2 ans je pense, à l'UFR, pour essayer de faire évoluer les choses et sensibiliser aux questions de l'open access. C'est la mise au point d'un appel à projet, demande de soutien pour un projet d'édition. En gros, il s'agit d'encadrer mon travail, puisque je travaille sur des ouvrages, donc des revues, mais également des actes de colloque ou tout autre ouvrage collectif. Et les objectifs étaient multiples. D'abord, clarifier les rôles de chacun, c'est écrit ici. Je lis un peu le PowerPoint, désolé. Professionnaliser le travail, surtout, il me semblait que c'était très important. Sensibiliser à l'open access et initier des bonnes pratiques. Ça a été évoqué tout à l'heure, je le constate depuis plusieurs années. Par exemple, on a souvent assez peu de contrats d'édition, voire pas de contrats d'édition avec les éditeurs. Et souvent, on nous parle plutôt de devis. Quand on demande des subventions, on demande le devis de l'éditeur, ce qui est assez étrange. Ça amène à considérer que l'éditeur est en quelque sorte un prestataire technico-commercial, mais ça correspond aussi à une réalité qu'on a voulu éclaircir dans cet extrait que je vous montre en demandant de préciser quel était le travail qui était pris en charge par la maison d'édition. Est-ce qu'il y avait des expertises? Est-ce qu'il y a une préparation de copie? Est-ce qu'il y a une mise en page? Voilà. Souvent, ce sont des tâches que l'éditeur ne prend pas en charge. Il demande aux auteurs de tout faire et finalement, il imprime et vend l'ouvrage. Ça a été l'occasion également de sensibiliser à ces questions de version, pré-print, post-print, version éditeur, embargo, etc. L'effet que ça a eu, c'est qu'au moins les porteurs de projets se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire, et potentiellement vont demander à leur éditeur, qui n'a pas toujours la réponse. On peut leur conseiller d'aller voir sur Sharpa Romeo ou sur Héloïse. Ils peuvent ne pas trouver la réponse, mais en tout cas, donc ça sensibilise, on espère, le porteur de projet et peut-être aussi l'éditeur. Tout ça pour dire que l'objectif, c'était de subventionner, oui, mais pour du libre accès, comme indiqué ici, c'est-à-dire ne pas payer X fois. C'est-à-dire souvent, le schéma classique, c'est une subvention du laboratoire, peut-être une subvention de la CR, et parfois s'ajoute mon travail de préparation de copies, de ce que je peux appeler la mise en livre, préparation des index, des images, etc. Voilà.
Alors pour répondre à la commande, parce que c'est pas trop ce qu'on a fait depuis le début, je vais quand même essayer de jeter quelques pistes de réflexion que je n'invente pas. Ce sont des choses qu'on voit un peu partout en ce moment, hein, si on se tient un peu au courant sur la question. En tout cas, du point de vue de l'éditeur, l'Open Access propose un changement de modèle, ou en tout cas va imposer à terme, je pense, un changement de modèle. Et du coup tout un tas de questions se posent. Et les innovations portent, comme je l'ai indiqué ici, les innovations et les questions, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas tranchées, sur les problématiques d'expertise, donc de peer reviewing. Est-ce qu'on fait un peer reviewing classique ou ouvert, anonyme ou pas, etc. Ce sont des choses qui peuvent changer avec les outils numériques et qui commencent à changer, puisqu'il y a de nombreuses expérimentations qui sont faites en France et à l'étranger, y compris chez de très gros éditeurs qu'on a mentionnés tout à l'heure, comme Elsevier, Springer, etc. Les modèles économiques, c'est la question la plus importante, et pour l'instant, il n'y a pas de recette miracle. De mon point de vue, il faut considérer aujourd'hui que l'open access est là, quoi qu'on en veuille, et il faut s'en accommoder et essayer de trouver des modèles économiques qui soient cohérents avec cette idée de départ. Bon, les formats, les travails sur les données, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était juste pour jeter quelques pistes. Et puis oui, il y avait quand même des exemples qui essayent de prendre en compte tous ces aspects dans des cas très, très pratiques que vous connaissez peut-être, le projet Episcience, qui travaille à partir, on y revient, du préprint déposé sur HAL pour après réaliser des revues à partir du portail HAL, et le Self Journal of Science qui lui est très ambitieux puisqu'il propose un modèle complet de publication avec un peer reviewing ouvert, etc. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Si tu veux, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous? Moi, il y a un élément qui me paraissait intéressant depuis plusieurs années, j'y réfléchis de mon côté, sont les actes de colloque. Il me semble que c'est un objet à fort potentiel d'innovation éditoriale. Pourquoi? Parce que d'abord, les éditeurs sont assez peu intéressés en général, ce qui explique qu'ils demandent des subventions parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques sur ces ouvrages, qu'ils savent qu'ils ne vendront peu ou pas très bien. Parce qu'ils n'entrent pas dans le cadre de l'article 30, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, a priori, déposer les versions on peut pas déposer les versions qu'on veut à partir d'actes de colloque. Et puis surtout, peut-être plus important, c'est que durant un colloque, il me semble qu'on produit plein de données différentes, des communications, des supports, des discussions, peut-être de l'écriture collaborative, même selon les types de colloques. Et de toutes ces données, on peut peut-être tirer un nouveau produit éditorial qui pourrait être intéressant. En tout cas, c'est une piste que j'aimerais creuser et qu'on pourra creuser collectivement si vous le souhaitez. Le point sur lequel je voulais insister, c'est assez classique, mais je le redis, c'est le rôle central des bibliothèques dans tout ce mouvement de l'open access, parce qu'il y a une vraie convergence aujourd'hui, vous l'aurez compris par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, entre l'édition et la documentation, notamment sur les questions du référencement et également des modèles économiques, puisque ce sont sans doute les bibliothèques qui aideront à trouver les bons modèles économiques. D'ailleurs, le modèle freemium d'Open Edition s'appuie complètement sur les bibliothèques et remet les bibliothèques au centre du jeu. Et de manière générale, je réinsiste sur le fait qu'on a besoin de plus d'informations scientifiques et techniques dans les laboratoires. Donc vous le savez maintenant, l'URFIST existe et vous pouvez les faire venir dans vos laboratoires. Mais nous avons aussi des compétences à la bibliothèque universitaire sur lesquelles nous appuyer. Ce qui me permet de repasser le micro à Bérénice pour conclure sur cette idée de travail en équipe. Voilà, tout à fait. Pour conclure sur cette idée de travail en équipe, merci François-Xavier. On voulait aussi faire quand même un gros appel du pied et des remerciements réellement à nos collègues de l'ABU qui depuis le départ
nous ont sollicités, qui sont venus nous voir. Alors, ça peut paraître bête, mais sur un campus, s'identifier, savoir dans quel bureau on travaille, quel est un mail fonctionnel de telle et telle agence, c'est pas si évident que ça. Donc l'idée, c'est quand même aussi de mettre en œuvre, ou en tout cas ce que ça implique, c'est un travail certes transversal, mais avec des acteurs identifiés, et c'est pas toujours simple, qui se connaissent, sur des postes pérennes. Ça aussi, ça serait sympa, hein, puisque nous, on vous l'a expliqué, la cellule, ça a beaucoup bougé, les collègues à la BU aussi, donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont importantes, et on voulait aussi insister sur ça, parce que nos rencontres, elles sont programmées, et c'est pareil avec les collègues du BRED, hein, on a des fois des rendez-vous, où en tout cas ils nous tiennent très très informés de différents échanges au sein de la commission recherche de Paris 13, mais c'est souvent aussi sur de l'informel, c'est-à-dire que vous avez eu la chance ce matin de prendre un tram ou un bus ou de venir à pied, typiquement, voilà, on profite de ce temps-là pour se parler, avec Karim, avec Marie, qu'est-ce que vous allez dire à la matinée de l'Open Access, puisqu'ils étaient quand même inquiets, ils nous connaissent. Voilà. Donc franchement, on insiste aussi sur ce caractère-là. Voilà, il y a des choses à faire, typiquement un séminaire comme ce matin avec la communauté Paris 13 réunit, c'est important, mais il y a aussi voilà, des relations sur le temps long qui se créent. Et surtout, ce qui nous semble assez intéressant, c'est que le soutien institutionnel fort nous semble en tout cas enclenché, alors pas à la vitesse où nous on veut, mais ça c'est normal, vous nous connaissez, on est des grands impatients. Typiquement, la commission recherche a déjà invité Isabelle lors de sa prise de fonction en tant que chargée de mission HAL, le 17 octobre 2014. La commission recherche a aussi des séminaires prospectifs tous les 3-4 ans où la thématique recherche est vraiment au cœur de 3 journées délocalisées. Et une fois de plus, en baie de Somme, en mars dernier, il y a eu un atelier que j'ai eu la chance de co-animer avec Annie. On n'avait pas le plus de membres de participants à cet atelier, mais il est là, il est dans le compte-rendu. Et voilà, il y a eu des choses aussi. Je pense qu'il est vraiment essentiel qu'on se réunisse tous pour mettre à plat nos pratiques, à voir aussi quels sont les besoins. Et on voulait finir sur un paradoxe, parce que vous me connaissez, en plus comme je m'en vais, tant qu'à faire, autant mettre les pieds dans le plat. Tout ce qu'on vous a montré là, ce sont des actions quotidiennes, certes modestes, avec une réelle capacité d'expertise de par notre chargé d'édition, ainsi que ses collaborations avec la BU. On cherche systématiquement à professionnaliser nos enseignants-chercheurs dans leur pratique. Et donc là, on prend la pratique de la publication. Mais en même temps, sachez que nous, bien souvent, on bricole de notre côté. Donc je vois notre vice-présidente, je vois un directeur de D. Voilà, envoyez-nous du lourd, puisque là, je reprends le compte-rendu de la CR de présentation d'Isabelle, qui prenait l'exemple de sa présentation initiale à SMBH, donc tout le pôle santé, où, grosso modo, on lui avait dit à l'époque, donc en 2014, si ça vient pas d'en haut, on va pas le faire. Donc moi je me tourne vers le haut et je leur dis faites-le. Merci. Moi je tiens absolument à rebondir sur ce que vient de dire Bérénice, et Anne Pelé le sait, je prêche depuis longtemps pour qu'on crée une cellule propre à l'université qui gère justement toute cette chaîne de la publication. On a des compétences sur place, on a des juristes spécialisés dans la propriété industrielle, dans la propriété intellectuelle, on a le SAIC. C'est vrai qu'on ne travaille pas ensemble, enfin il y a des compétences à la cellule valorisation. Au niveau des bibliothèques, on peut intervenir sur tout ce qui est thésaurus. On a la DSI, donc là on va voir avec l'intervention suivante sur les plans de gestion des données de la recherche. C'est bien évident qu'on ne peut pas faire ce travail tout seul. Mais on arrive à un moment où, sur tout ce qui est IST, tous nos métiers se recoupent. Avec le numérique, la répartition n'est plus du tout la même. Et on a vraiment besoin de se parler les uns les autres. En ce moment, Anne est en train de lancer aussi un groupe de travail sur les indicateurs de la recherche. Je me suis portée volontaire parce que, justement, c'est ce qu'on disait, on a les moyens au niveau des bibliothèques, on a les moyens de fournir une petite partie, mais on a les moyens de fournir quelques chiffres, comme le disait Bérénice. Donc là, il y a vraiment besoin, je pense que c'est pas propre à Paris 13, il y avait une réflexion sur la commune SPC aussi, sur ces thématiques-là. On a besoin vraiment d'une réflexion commune, d'une mise en commun de tous nos expériences métiers pour arriver à maîtriser un petit peu cette chaîne qui devient de plus en plus complexe. Voilà. Alors, y a-t-il des questions ? Non. Si.
Oui, moi je trouve ça très très bien ce que vous faites. Il n'y a que chez vous ou j'ai pas vu ça à Galilée Alors pour une fois, les sciences humaines sont vraiment une force très très dynamique. Oui, nous sommes les seuls, à notre connaissance, en tant que cellule constituée. Je sais que et Claudine Moutardier est là. L'UFR de droit est en train de réunir ses forces aussi pour développer ce type-là de prestations auprès de. Mais voilà, c'est pas qu'une prestation. Hein. Ma collègue qui est là, assistante recherche pour le laboratoire, c'est pas que de l'organisation de colloques, hein, puisque souvent c'est vraiment ce qu'on nous demande vraiment au quotidien. On est là aussi sur une valeur ajoutée. Hein. On est dans l'accompagnement, dans l'appui. On est là aussi sur un échange. Donc à notre connaissance, oui, on est les seuls à s'appeler cellule recherche ou en tout cas essayer de faire des choses avec nos laboratoires. Je vous dis, le droit est en train de le mettre en place aussi. Je pense que je ne sais pas à quelle échelle aussi il faudrait intervenir. C'est peut-être plus dur aussi en centrale, parce que nous, l'intérêt, c'est qu'on voit tous les jours à quoi ressemble un enseignant-chercheur, puisqu'on est dans les mêmes locaux qu'eux. Le bureau est un point, voilà, la porte, elle est ouverte, on peut venir, enfin, sur rendez-vous quand même plutôt. Mais voilà, on est vraiment au cœur aussi des laboratoires. C'est vrai qu'un service en centrale serait peut-être plus excentré, aurait peut-être plus de difficultés pour comprendre bien, parce que tout ça, ça implique aussi beaucoup de temps. Quand je vous disais... c'est mieux en local. Après, il faut juste avoir des forces, mais là, c'est pas moi qui l'ai dit. Il paraît qu'on ne recrute pas à Paris 13, donc je ne sais pas. Et alors, j'ai une question après aussi subséquente à ça. Est-ce que vous avez des actions spécifiques en direction des jeunes, des doctorants, parce que c'est eux qui sont pas mal laissés à eux-mêmes. C'est un problème spécifique, je dirais. Bien non, justement, on a plutôt l'impression qu'il y a plus d'offres de formation pour les doctorants que pour les enseignants-chercheurs déjà en place. Hein. Nous, c'est ce qu'on constate tous les jours. C'est ce que je disais à la fin de ma formation, de ma présentation, de notre présentation. Voilà, justement, nous, on pense qu'il y a un déficit de formation pour les chercheurs qui exercent déjà. Pour les doctorants, il y a plein de formations proposées. Ils y vont ou ils n'y vont pas. Mais en tout cas, il y a plein de choses proposées. Préciser, moi je vous remercie vraiment pour votre travail, que je dois mon quotidien, mais aussi préciser que vous avez là pour le coup dans cette cellule-là un rôle absolument central, c'est que l'UFR est aussi une UFR de LLSHS et qu'il y a effectivement des domaines extrêmement variés et des domaines très éloignés du modèle de sciences dures d'autres UFR, qui fait qu'effectivement je crois qu'il y a une formation très spécifique aux enseignants-chercheurs de LLSHS. Parce qu'effectivement, nous n'avons pas cette culture-là. Et donc, ce que nous apporte la cellule de valorisation de l'UFR, c'est effectivement d'introduire un peu de cette culture à l'intérieur des sciences dites sociales. Et ça, c'est extrêmement valorisant. Puis quand même, pour non pas mettre un bémol à ce que vous avez fait, mais un bémol, hélas, par rapport à une certaine réalité, c'est aussi qu'au sein de cette UFR, chaque laboratoire n'a pas du tout de soutien d'ingénieur d'études, de quoi que ce soit. Et donc, tout repose sur cette cellule de recherche. Ça, c'est aussi une très grande différence. En LSHS, nous n'avons pas ni secrétariat, ni ingénieur d'études au sein de chaque laboratoire. Donc, moi, merci. Alors effectivement, on n'a pas de personnel dans les laboratoires. Effectivement, on est là aussi, comme l'a dit notre assesseur à la recherche, Aline Cohen-Delara. Et puis on a aussi la foi du charbonnier. Donc voilà, on espère de plus en plus pouvoir encourager nos enseignants-chercheurs à le faire. Et je pense que tant qu'on aura cette expertise d'une part, et cette idée effectivement de tiens, je t'indique que, tiens, je t'informe que ça existe, parce que tout à l'heure, M. Morel disait il faut le faire savoir, il faut déjà le savoir soi-même, c'est pas toujours gagné. Et il faut aussi le savoir, le retraduire, le retranscrire parfois, parce que des fois, nos enseignants-chercheurs n'ont pas les mêmes termes sur certaines situations, et François-Xavier, dans son dossier, avec justement les préprints ou des choses comme ça, on a eu des découvertes merveilleuses où, voilà, c'est l'article, voilà, vous voyez aussi le gap. Mais effectivement, on n'a pas des personnels, mais il faut croire aussi à un renouvellement peut-être du métier d'enseignant-chercheur, où on vous en demande beaucoup, mais où aussi vous avez des services d'appui à la BU ou comme nous, et je pense qu'il faut aussi mixer les deux.